Libéré de son ignorance, le disciple socratique devra être juste. Si, comme le soutient Socrate, nul n'est méchant volontairement, le savoir doit pouvoir garantir la justice et la bonté du disciple. L'enseignement Jedi est plus risqué. Le risque est d'autant plus grand que la formation a offert une force inouïe. L'usage négatif de la force est d'autant plus grand que la force transmise a été grande. En ce sens, il y aurait une perversion inhérente à l'enseignement même, qui peut se retourner contre ses objectifs mêmes, conduire au mal lorsque le bien est recherché. Pour contrer ce risque, la figure du maître comme modèle demeure essentielle. Elle peut ne pas suffire, mais elle joue un rôle décisif. Dans l'Alcibiade, Platon souligne que le disciple peut découvrir dans l'âme de l'autre, du maître en particulier, ce qui peut permettre sa propre excellence. En l'âme de l'autre, je peux voir la réflexion à l'œuvre. Sans doute est-ce aussi le sens qu'il faut donner dans les épisodes 4 et 5 de Star Wars aux apparitions fantomatiques d'Obi-Wan Kenobi et de Yoda. Luke y voit la figure et la parole de maître de sagesse, y voit la bonté qui reflète sa propre bonté possible. Se voir dans le maître, ce serait pouvoir devenir non plus disciple du maître, mais maître de soi. Cette maîtrise de soi est alors la condition d'une autre maîtrise, celle qui pourrait permettre de lutter contre le mal dans la guerre des étoiles, celle qui pourrait permettre de ne plus se gouverner soi seulement, mais de gouverner les autres chez Platon. L'enjeu est alors politique. La fin du retour du Jedi, dernier épisode de la saga Star Wars, est glorieuse. Sur toutes les planètes de l'univers, l'on fête la victoire contre l'Empire, contre les forces du mal. De ville en ville, humains et créatures diverses aux formes improbables crient leur joie. Luke Skywalker, dernier Jedi, et ses compagnons libèrent l'univers. Pour en faire quoi? Le film ne le dit pas, mais le présuppose. Une démocratie interplanétaire, sans doute. Mais dirigée comment? Par qui? En l'absence de maître absolu, en l'absence d'empereur, comment pourront vivre en bonne entente, librement, ces peuples multiples? Luke, la princesse Leia, pourrait-il faire de grands dirigeants, s'effacer devant le peuple? Ce n'est plus l'affaire du film. Chez Lucas, le maître de la force n'est pas un maître en politique. Si Luke se gouverne lui-même pour libérer tous les peuples, on l'imagine mal gouverner les peuples. Tout juste peut-on l'imaginer former de nouveaux Jedi, maîtres de la force, d'une force guerrière sans doute, pas nécessairement morale, aucunement politique peut-être. Chevaliers Jedi, serviteurs d'une force, mousquetaires du roi peut-être, pas rois eux-mêmes, ni même seigneurs. Luke n'est ni le roi Arthur, ni Lancelot. Les chevaliers de la table ronde, certains pouvoirs qui doivent apporter la paix, les héros, Lancelot, Perceval, courageux et justes, sont au service d'un autre héros, maître de lui-même et maître d'un peuple, Arthur. L'affaire est encore politique, elle ne l'est pas au moment de Star Wars. Dans les premiers épisodes tournés, l'horizon politique, s'il est présent et sous-tend toute l'intrigue, frappe cependant par son absence même chez les personnages. L'empereur, Dark Vador, sont bien des figures de la domination sans partage, totalitaire. Mais Luke est un libérateur qui a plus rêvé d'aventure, d'exploits guerriers, qu'il n'a envisagé la moindre libération politique. Sa maîtrise de la force est dépourvue de toute préoccupation politique. Le sort de la cité lui importe, certes, mais s'il s'agit bien de résister, on ne se demande pas en vue de quoi il y a résistance. On le voit, malgré les épisodes les plus récents de Star Wars qui soulignent l'enjeu politique de l'intrigue, l'on est donc aux antipodes des inquiétudes de Platon. Chez Platon, la question de la maîtrise de soi est à la fois psychologique, éthique et politique. Pour bien gouverner, il faut savoir se gouverner soi. Pour se gouverner soi, il faut se connaître, savoir ce qu'est sa propre âme pour la maîtriser. Pour diriger la cité, il faut être maître de soi, nous dit l'Alcibiade. Pour être maître de soi, tempérant, il faut se connaître. Se connaître, ce sera savoir qui nous sommes pour savoir prendre soin de soi. Découvrir que nous avons une âme et un corps, notamment, et que l'âme doit être l'objet de nos plus grands soins. L'âme réfléchie, l'âme qui réfléchit, est condition de la vertu, de l'excellence, de la justice. L'enjeu est donc politique chez Platon. Mais une telle préoccupation demeure liée au rôle d'individus qui auraient en charge les affaires politiques. Ce n'est pas chez Platon le peuple qui fait la politique. Il s'agit certes de rompre avec la figure héroïque d'un Périclès, de ne pas se représenter le pouvoir tel qu'Alcibiade se le représente, celui d'un être dont la folie ferait s'unir l'intérêt de la cité et son intérêt propre. Mais dans la République, la figure du roi philosophe reste essentielle, celle d'un homme maître de lui-même, possédant la science du bien, capable de diriger avec justice la cité comme son âme dirige sa personne.
Le dirigeant, si juste soit-il, s'opposerait au reste des hommes, incapable de se maîtriser, incapable de participer au pouvoir. S'ils exercent le pouvoir, si les ignorants dirigent, nous risquons le désordre et la guerre. Mais nous faut-il vraiment un maître pour nous gouverner nous-mêmes et pour nous gouverner, nous, l'ensemble des membres du corps politique? Faut-il bien un tel ordre, une telle hiérarchie pour que la vie politique soit bonne et juste? Dans un horizon politique très différent, c'est ce que suggère Kant dans l'étonnante 6e proposition de l'idée d'une histoire universelle au point de vue cosmopolitique. Après avoir envisagé le progrès nécessaire du droit à travers l'histoire violente des peuples, le nécessaire établissement d'une constitution civile juste et parfaite qui mette fin aux conflits entre les hommes, Kant montre que la difficulté d'un tel établissement tient à la nature même de l'homme. L'homme, écrit-il, est un animal qui, lorsqu'il vit parmi d'autres membres de son espèce, a besoin d'un maître. L'homme est double, raisonnable et sensible. En tant qu'être raisonnable, il veut des limites à la liberté. En tant que sensible, il désire une liberté sans limite. Le côté obscur, celui des inclinations sensibles, égoïstes, ne cesse de l'attirer. C'est pourquoi il aurait besoin d'un maître, incapable qu'il est de se maîtriser lui-même. Il lui faut donc un maître, écrit Kant, pour briser sa volonté particulière et le forcer à obéir à une volonté universellement valable, et par là chacun peut être libre. Ce n'est donc pas n'importe quel maître qu'il faut à l'homme s'il faut établir une constitution civile juste qui impose et maintienne les libertés de chacun. Mais si ce maître ne saurait être trouvé en dehors de l'espèce humaine, il lui aura bien fallu également un maître, pour ne pas se laisser emporter par le désir sensible. Et ainsi, dans une régression à l'infini, le maître, s'il est humain, aura eu besoin d'un maître. On ne peut dès lors qu'espérer cette chose quasi impossible, un chef suprême, écrit Kant, qui doit être juste en lui-même et pourtant être un homme. On ne peut qu'espérer cela, que l'attendre après bien des essais infructueux dans l'histoire. La chose est pire encore dans Star Wars. Seuls quelques êtres élus sont susceptibles de sauver l'univers. Que Luke ou Leia disparaissent, et c'est la victoire à jamais de l'Empire. Mais cette idée d'un maître en politique, cette idée qu'il faudrait au peuple un maître, si juste soit-il, ne signifie-t-elle pas l'absence du politique en tant que tel? Cette absence, malgré les apparences, est patente dans Star Wars. Dans l'idée d'une histoire universelle, cette possible absence pourrait bien expliquer le statut étrange de la 6e proposition. Rupture dans l'ordre de l'opuscule, elle vient souligner la quasi-impossibilité qu'advienne un jour un maître juste et parfait par lui-même, qui soit tout en même temps un homme. Elle laisse place de nouveau à l'idée d'un progrès du droit qui émane de l'histoire conflictuelle des hommes. On sait aussi la perversion d'une telle idée. Du Duce au petit père des peuples, du Führer au guide suprême de la Révolution, on connaît les figures monstrueuses et inversées du maître éclairé. Mais la sombre perversion n'est que l'autre face d'une même négation, la négation du politique. Considérer que seuls un ou des élus peuvent posséder la force, que seuls quelques-uns peuvent être maîtres d'eux-mêmes et des autres, c'est nier que tous peuvent posséder une force.